Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour les vidéos que j'ai l'honneur de faire avec Pascal Faure qui va nous parler donc du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, surtout orienté vers les adultes. Et donc Pascal va nous parler de son parcours et du coaching, puisque moi je fais des interviews sur les coachs. Et donc Pascal va nous parler un peu d'abord de ce que tu veux, d'abord ton parcours ou le TDAH. Eh ben, on va parler du TDAH, D'accord. effectivement. Donc le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Officiellement, c'est comme ça qu'on le dénomme. En fin de compte, c'est pas un trouble, c'est pas un déficit d'attention, c'est une inconsistance de l'attention. Parce que on peut avoir soit trop d'attention, soit pas assez. Pas assez, ça parle quand même plus aux gens en général, c'est la distraction. C'est l'impossibilité de se concentrer, d'être attentif sur une tâche, sur une conversation. Mais ça peut être aussi trop d'attention. Dans ce cas-là, on appellera ça l'hyperfocalisation, Oui. qui est un moyen qu'ont trouvé ces gens-là pour créer leur bulle et quand même faire ce qu'ils ont à faire, se concentrer, mais par contre au détriment de tout le reste. Voilà. Je me permets d'intervenir parce que moi-même j'ai été diagnostiquée et justement il y avait des gens qui me disaient c'est pas possible. T'as pas de déficit de l'attention parce que tu t'hyper focalises trop sur certains sujets. Voilà. Pareil pour les enfants qui n'ont pas des symptômes d'hyperactivité, souvent ne sont pas diagnostiqués parce qu'ils sont capables de se concentrer sur des choses qui les passionnent. Et du coup, les parents ne s'inquiètent pas, ne pensent pas à ce problème d'attention. Voilà. Donc évidemment, c'est un trouble qui commence à l'âge enfant, on en parle beaucoup, les fameux enfants hyperactifs, donc les petits garçons là, qui sautent d'une chaise à une autre dans le cabinet du pédiatre, mais aussi les petites filles rêveuses qui malheureusement n'ont pas la chance d'arriver jusqu'au pied du pédiatre parce qu'elles ne font pas de bruit, elles ne dérangent personne. Voilà. Donc ce qui est difficile à comprendre, c'est que ça peut être de l'hyperactivité pour certains enfants ou certains adultes, et ça peut être à l'inverse de l'hypoactivité pour certains enfants ou certains adultes, selon les niveaux d'énergie. Voilà. Donc il vaut mieux parler de déficit d'attention, ça c'est le syndrome commun à tout le monde, à ces gens-là en tout cas, déficit d'attention. Il peut y avoir aussi une composante d'impulsivité. Donc finalement les trois symptômes principaux, c'est le déficit d'attention, l'impulsivité et éventuellement l'hyperactivité. Oui. Pareil pour l'impulsivité, c'est éventuellement aussi. Éventuellement aussi, c'est vrai. Donc il faut revenir sur ce déficit d'attention qui est à la base voilà, de ce trouble. Au niveau neurologique, c'est un problème au niveau du lobe frontal, pardon, ici. C'est donc un manque de dopamine et de noradrénaline, qui sont les deux neurotransmetteurs qui permettent de se concentrer, d'être attentif, d'être vigilant. Et pour nous, on a une inconsistance de ces deux neurotransmetteurs, donc comme je le disais au début, soit trop, soit pas assez. Et dans les deux cas, c'est un défaut d'attention. Moi qui grignote beaucoup ou qui grignotais beaucoup, j'essaie de moins grignoter, tu me disais que ça pouvait être un signe ou en tout cas quelque chose de révélateur chez certaines personnes. Oui, oui, À cause du manque de dopamine. voilà, ces gens-là recherchent tous les moyens pour améliorer leur attention ou leur énergie. Et évidemment, on sait que manger, notamment du sucre, ça peut amener cette attention. Donc ces gens-là se retrouvent dans plein d'addictions qui leur permettent justement d'avoir plus d'attention. Donc ça peut être le sucre, ça peut être évidemment différentes drogues ensuite à l'âge adolescent, à l'âge adulte. Ça peut être au niveau comportemental aussi. C'est des gens qui se réfugient dans des choses, par exemple sur l'ordinateur, évidemment, parce que l'ordinateur par définition est interactif, donc ça amène naturellement une attention. Donc beaucoup de recherches sur Internet, par exemple, voilà, ou sur les réseaux sociaux, ou des jeux vidéo. Hein, voilà, c'est des outils, des logiciels qui permettent d'avoir une attention finalement facile. Et donc, du coup, beaucoup d'adultes, d'adolescents et d'enfants de plus en plus se réfugient effectivement dans les écrans, un peu trop d'ailleurs, pour avoir une attention à peu près normale. Ah oui, c'est pour ça aussi que souvent ils sont très focalisés
à la maison sur certaines choses et puis à l'école pas du tout. Voilà, alors, voilà, les trois quarts de ces enfants, de ces adultes, de ces adolescents ont des problèmes avec l'école au départ, donc, parce que par définition, c'est pas très motivant, souvent l'école, en tout cas telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance d'être relativement attiré par tout ce qui était cérébral, tout ce qui était école, donc finalement, j'ai pu aller jusqu'au bout de mon cursus sans trop de problèmes. Mais pour la plupart d'entre eux, malheureusement, il y a des échecs scolaires très tôt, et puis ensuite des échecs dans la vie tout court, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Euh, voilà, donc c'est possible que vous vous sentiez concerné effectivement par cette instabilité finalement qui se crée progressivement dans votre vie. Mhm. Pour témoigner par rapport à l'école, je sais que j'avais des facilités dans les petites classes, donc c'était pas du tout perçu. Et après, vers la quatrième, je me suis complètement effondrée à cause de problèmes d'organisation. Mm. Parce qu'en réalité, je savais absolument pas Mhm. m'organiser. Mhm. Voilà, alors j'imagine que tu avais une surdouance en Peut-être. parallèle. En tout cas, j'ai fait une vidéo avec Laetitia Derken, je ne sais pas si tu l'as vue, sur les zèbres. Je me considère Voilà. plus zèbre peut-être que surdouée, mais en tout cas un peu décalée, ça Voilà, c'est sûr. voilà. Parce que souvent, ces gens-là, pas souvent, mais il y a beaucoup d'enfants TDAH qui sont aussi précoces, donc surdoués quelque part, et du coup, pour qui c'était très facile finalement au début Ouais. l'école. Et puis petit à petit, quand il a fallu s'organiser ou quand les problèmes émotionnels sont arrivés à l'adolescence, ça s'est compliqué et du coup ils ont été moins performants. Et puis à l'âge adulte, du coup, c'est des gens qui ont petit à petit pris l'habitude de procrastiner. Mhm. Donc toi tu connais par Oui. cœur le mot maintenant. Procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain les choses qu'ils devraient faire le jour même. Mhm. Parce que ben, c'est pas facile de faire certaines choses. Je pense à l'administratif par exemple. Oui. Ça gêne Comme ça. beaucoup Je suis d'entre comme nous. ça, Voilà. devant des papiers. Voilà. Les papiers, tout ce qui n'est pas vraiment stimulant a priori, toutes les tâches routinières de la maison, toutes les tâches routinières sur un ordinateur qu'on demande aujourd'hui à tout bon employé de bureau. Excel. Excel par exemple. Voilà. Ouais, trier ses mails, des choses comme ça. On les lire, ça va encore, mais tous les trier, savoir où ils sont, machin, Voilà. c'est pas évident. Voilà. Donc problème d'organisation dans le travail. Alors à la base, il y a un gros défaut de confiance en soi qui s'est cumulé depuis l'âge enfant. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui ont été un petit peu secoués plus que la moyenne par leurs parents au début, hein, soit plus rapide, soit fait attention, puis par les professeurs, puis par les collègues au collège, au lycée. Moi personnellement, on m'appelait planeur. J'espère qu'ils vont se retrouver là, mes collègues de lycée. Et donc, voilà, donc dès l'enfance, ces gens-là ont un déficit de confiance en eux, voire d'estime d'eux, si en plus ils n'ont pas forcément été aimés comme ils auraient dû être aimés par leurs parents. Un petit bruit là, je crois, mais ça va aller. Et donc, globalement, ce déficit de confiance en soi, ensuite à l'âge adulte, ça ferme des portes pour côté professionnel, côté amoureux éventuellement. Voilà, donc beaucoup de choses se cumulent, ce qui fait qu'à l'âge adulte, si ces gens-là n'ont pas été notamment diagnostiqués étant enfants, adolescents, eh bien, ils se retrouvent en échec suite à une rupture, à une séparation, au fait de quitter leurs parents et de devoir aménager et assumer seuls les responsabilités, la facture d'EDF, voilà, tout ça. Ce sont des cercles vicieux d'endettement, Enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre les unes sur les autres parce qu'on n'a pas réglé les tout petits détails de la vie quotidienne. Voilà, l'attention est vraiment le minimum qu'on doit avoir pour fonctionner dans ce monde. Et quand on l'a pas, ça crée beaucoup de petits problèmes qui, en bout de chaîne, peuvent devenir des gros problèmes. Avec pour beaucoup ce qu'on appelle un daydreaming, le fait de rêver en fait toute la journée. Ça peut être très plaisant d'ailleurs pour certains, une espèce d'évasion permanente, mais finalement on s'aperçoit ensuite qu'on n'avance pas bien dans la vie, qu'on stagne, ou pour d'autres ça va être le fait de changer trop souvent finalement de travail, d'environnement, de lieu géographique, de compagnons.
qui fait qu'à un certain âge, en milieu de vie notamment, on se retrouve avec quasiment rien, un CV en accordéon parce qu'on a touché à tout mais on n'a rien fait à fond, Mhm. aucune vie familiale construite, aucun lieu géographique, aucune, aucune socialisation finalement, si ce n'est des choses un petit peu éphémères. Euh, voilà, donc Là, on parle pour ceux qui n'ont pas été diagnostiqués enfants, la plupart du temps. voilà, c'est vrai En tout cas, pas que pris en charge. voilà, c'est vrai que un enfant qui a été pris en charge, mais voilà, pour les gens qui ont un certain âge, ça se diagnostiquait pas à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez au-dessus de 40 ans, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas été diagnostiqué. Bon, c'est pas grave parce que ça peut se diagnostiquer encore à l'âge adulte, effectivement. Moi, je l'ai découvert personnellement à plus de 40 ans. Ouais, moi, Voilà. 43, ouais. Voilà. Donc ça n'empêche pas quand même évidemment d'apprendre du jour au lendemain comme ça à mieux se connaître à travers un angle d'approche qui est intéressant parce qu'il y a une famille de symptômes comme ça qui nous permettent du jour au lendemain de nous connaître mieux. Donc évidemment, aujourd'hui on a des ressources qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans cette connaissance de nous-mêmes. Et donc personnellement, j'ai fait un site qui est très connu maintenant, donc www.tdah-adulte.org. C'est une grande page internet qui peut s'imprimer et qui contient en fait 70 ou 80 pages, c'est un e-book en quelque sorte. Et les gens se découvrent, les gens des fois restent des mois et des mois sur cet e-book parce que enfin ils ont l'impression que quelqu'un les a compris. Les gens me disent j'ai l'impression que vous m'avez suivi toute ma vie, simplement. Je n'ai fait que relater sur ce site ce que j'ai entendu de mes oreilles dans des réunions que j'anime depuis 12 ans, dans des lieux comme ici d'ailleurs. Au départ avec une association qui s'appelle Hyper Super TDAH France, qui est très active, mais surtout pour les enfants, donc les parents de ces enfants. Et puis, moi, je m'occupais de l'aspect adulte. Je réunissais les adultes, là, depuis 12 ans. Je fais ça une fois par mois sur Paris, à Lyon, Marseille. Et du coup, j'ai noté petit à petit tous ces témoignages que j'ai eus pour en faire ce site et puis bientôt un livre. Je suis en train d'écrire un livre, je te l'annonce d'ailleurs. Super, Voilà, merci voilà. pour cette annonce. Voilà. Et donc, les gens se retrouvent dans cette liste de symptômes et donc décident peut-être de venir parler avec leurs homologues un soir, comme ça, dans la semaine, après leur travail. Et puis, d'autres vont plus loin, ils vont se faire diagnostiquer, effectivement. Il y a quelques spécialistes, surtout sur Paris. Et puis d'autres décident d'aller plus loin dans le fait de changer de vie, voilà. Et c'est peut-être là qu'on va passer à ce que je fais, ce que je propose réellement aux gens, à travers le coaching individuel et le coaching de groupe. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Tu veux qu'on en parle dans une prochaine vidéo. Voilà. Juste avant qu'on en parle, est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ton parcours? Parce que là, c'était, comme nous tous, nous sommes un peu décousus, n'est-ce pas? Par petites bribes, mais est-ce que tu veux nous parler de ton parcours personnel? Oui. Oui, bah évidemment, j'étais enfant, très rêveur en fin de compte. Donc, toujours plutôt à l'aise dans le milieu scolaire, donc ça allait de ce côté-là. Mais assez isolé quand même, dès le début, assez isolé. Et puis, bon, bah, j'ai quand même eu un diplôme, donc ça m'a permis d'avoir un métier ingénieur, donc informaticien. Donc évidemment, j'ai eu des succès professionnels du coup, parce que c'était un métier finalement tout nouveau et qui me permettait d'être dans le focus justement grâce à ces écrans. Donc j'ai eu une vie professionnelle très riche. J'ai même monté ma boîte à l'âge de 30 ans. J'ai eu beaucoup de succès dans le domaine professionnel, en changeant, je précise, très souvent de travail et de fonction, même si je restais dans la même boîte, de fonction. Donc je suis passé dans des rôles de programmeur, puis ensuite de chef de projet, puis ensuite de formateur, de consultant, d'expert. Et puis je me suis mis à mon compte. Et là, j'ai vraiment pu être à l'aise avec moi-même parce que je n'avais pas, je dirais, la pression d'un environnement routinier. J'ai pu créer moi-même mon concept dans l'informatique. Et puis j'ai découvert un jour que ma manière de fonctionner un peu bizarre, parce que du coup ma vie privée a été un petit peu
un petit peu spécial. J'ai vécu relativement seul finalement. J'ai eu quelques expériences avec des femmes, mais j'ai pas créé de famille, par exemple. Et ça m'a permis, à l'âge de 42-43 ans, de mieux me connaître. Quelques souffrances quand même qui m'ont mené à la découverte de ce trouble. Et waouh, je me suis dit, c'est incroyable. Je suis tombé sur un livre et waouh, c'est moi ça. Juste un chapitre sur les adultes. À l'époque, on parlait très très peu des adultes, C'était plus les enfants. Ouais. des enfants. Waouh, c'est moi ça. Et ça m'a fait un bien énorme. Mm. Et C'est ce que j'ai ressenti en tombant sur ton site. voilà, et je suis allé voir tout de suite celui qui avait écrit ce livre. Il m'a diagnostiqué, et puis j'ai commencé à animer ces rencontres avec cette association. Et puis, à force d'entendre les gens, ben, je me disais, mais c'est incroyable, c'est tout le temps la même histoire, ou presque. Il y a quelque chose à faire là. Donc, petit à petit, je me suis intéressé à ça sous l'angle développement personnel. Je me suis intéressé au métier de coach. Je me suis formé au métier de coach pour coacher tout type de personnes. Et, euh, et là, en faisant ce site, les gens ont commencé à s'inscrire dans les événements que j'organisais. Et cette histoire, j'ai continué à l'entendre, ce mal-être finalement, de ne pas comprendre comment on fonctionne. Oui. J'ai eu beaucoup de témoignages très 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 intéressants pendant des années et des années. J'ai mis ça sur ce site et ensuite j'ai pu à mon tour, effectivement, j'ai fait un parcours de développement personnel très important, c'est vrai, à base de découvrir que je pouvais me relaxer, que je pouvais calmer mon mental. On va en reparler dans la vidéo sur le coaching. Que je pouvais, qu'en améliorant un tout petit peu le sommeil, à travers une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, Oui. de sommeil, à travers le calme mental, des exercices de relaxation, de respiration, cohérence cardiaque, de méditation, à travers une meilleure gestion de mes émotions, ben, j'ai découvert qu'on pouvait vivre vachement mieux. On pouvait tout simplement vivre, quoi, ce que je n'avais pas vraiment fait. Hein. L'impression de survivre. Au début, voilà, survivre, voilà, exactement. Donc voilà, j'ai donc du jour au lendemain organisé moi-même ces événements que je propose aujourd'hui. Par exemple, dans cette salle où on est là, Oui. on se réunit effectivement tous Tu vas montrer un petit peu le Voilà. décor à l'hôtel Comet, l'hôtel Comet à Paris. Donc dans le 20e. Dans le 20e, bon, tout ça, on peut s'inscrire effectivement sur le site. Et là, tous les mercredis, une fois par mois, il y a 20 personnes qui arrivent là et qui me regardent parce que, comme je vous disais, elles ont l'impression que je les ai suivis toute leur vie. Et puis elles témoignent, et puis on partage, et puis ça fait du bien à tout le monde. Et moi, ça me fait toujours autant de bien. Et maintenant, je suis en mesure de transmettre effectivement tout ce que j'ai appris. Et je m'en lasse pas. Pourtant, je devrais parce que j'ai du mal à faire toujours les mêmes choses. Je me lasse pas de réunir les gens, de les coacher maintenant en groupe. Ce sont des personnes différentes. C'est des personnes différentes, très intéressantes. Voilà, Valérie, tu fais partie de ces gens que j'ai vu évoluer là. Et on a tous un pouvoir de transformation que j'aimerais vous expliquer un peu plus, donc peut-être dans la prochaine vidéo. Exactement, on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc merci beaucoup Pascal pour cette première vidéo. Et puis je vous invite à nous rejoindre dans la deuxième. Et nous allons parler donc du parcours de coach de Pascal. Et je tiens à dire que c'est grâce à lui que je suis devenue coach, puisque c'est le premier coach que j'ai connu. Merci, à plus tard. Au revoir. Au revoir.